Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour mon cher Rust. Salut chef. Bordel. Alors, donc là, c'est un La Sueur News consacré à Zabit Magomed Sharipov. Hier, un journaliste donc de TASS, de l'agence TASS, donc russe, a fait part justement des inquiétudes au cours de Zabit parce que c'est vrai qu'il n'a plus combattu depuis novembre 2019. On sait que vous, auditeurs et puis même viewers de La Sueur au global, vous l'appréciez particulièrement. Nous aussi. Troisième du classement featherweight jusqu'à son éviction ce mois d'avril, faute, pour cause d'inactivité. Et là, tout simplement, Zabit pourrait partir, en fait, quitter le sport, être à la retraite. Ross va vous expliquer pourquoi. Mais il y a quand même un infime espoir, puisque d'un autre côté, ses proches parlent aussi d'un potentiel retour cet été. En tout cas, on croise les doigts pour Zabit, qui est l'un des plus grands talents, plus grands prospects de l'UFC à l'heure actuelle. Serge va nous lancer le générique. C'est parti. Soit. Donc, Rust, Zabit, on en est où? En fait, on en est à donc visiblement les raisons pour lesquelles Zabit est inactif et ne combat plus et n'a plus envie de combattre. En fait, il semble, c'est parce qu'il n'a plus de motivation apparemment. C'est ce que c'est ce que disent ses proches. C'est juste, il n'a plus envie en fait. Et je pense évidemment que ça a beaucoup à voir avec le fait que il est dedans en fait. Il baigne dans les arts martiaux, les sports de combat depuis qu'il est vraiment tout gamin en fait. Et je pense que ça doit participer un peu, finalement, je pense, de la même manière que Khabib, de la même manière. En fait, peut-être que beaucoup de gens du Caucase, en fait, ils baignent depuis tellement, tellement longtemps dedans et depuis qu'ils sont tellement gamins. Et entre guillemets, l'écrasante majorité le font parce qu'il faut le faire, entre guillemets, parce que c'est ce qui se fait, c'est culturel, etc. On avait fait une vidéo là-dessus. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a effectivement beaucoup de chances que ce soit finalement assez récurrent de voir des combattants qui, au bout d'un moment, en fait, ils n'ont plus la motivation, ils n'ont juste plus envie, en fait. Ils le font depuis tout le temps. Peut-être qu'à la base, ils le faisaient avec beaucoup d'envie, de motivation, c'est ce qu'ils aimaient faire. Et il y a aussi une partie peut-être de ces combattants qui ont été, entre guillemets, formés dans ce moule et qui juste en ont marre, en fait. Et c'est assez intéressant parce que donc, il y a Zabit, il y a Khabib, on pourrait faire l'argument, alors il y a eu son papa, mais de toute façon, il a toujours dit qu'il arrêtera à 30-0. Et puis même avant les talks de 30, avant tout, enfin, tout ce qu'on disait sur le 30-0, etc., Khabib lui-même disait en fait, enfin, il disait pas je suis fatigué, mais il disait moi j'ai envie d'arrêter bientôt en fait. Mhm. Il y a un autre combattant qui était très connu à l'époque et qui, comme ça fera un troisième exemple, ce qui est quand même, ça commence à s'amonceler en fait les Mais le exemples de plus proche de combattants. Zabit, pour le coup. Ah mais c'est littéralement du copier-coller en fait. C'est vraiment intéressant. C'est Adlan Amagov. Alors pour ceux qui Mais connaissent pas qui Adlan est-il? Amagov, qui est-il? Comment Alors s'appelle-t-il? Adlan Amagov, et d'ailleurs, c'est intéressant parce que pour le coup, tu vois, il y a Khamzat Chimaev qui s'appelle Borz, tu sais son surnom qui veut dire le loup en tchétchène, Mhm. et c'est un autre tchétchène, Adlan Amagov, et c'est le Borz originel. C'est-à-dire que c'était son surnom aussi, il était là avant, il faisait des dingueries avant. C'est un gars, en fait, il a commencé au Strike Force, il a fait des trucs de fou au Strike Force, il a combattu à l'UFC, il a fait quelques dingueries aussi à l'UFC, il était ultra prometteur. Honnêtement, c'était somptueux. Il utilisait ses jambes comme aussi facilement que ses mains. Et en fait, il a arrêté. Juste à un moment donné, il a arrêté en fait, et sans aucune raison particulière autre que j'en ai marre. J'ai plus envie, j'ai plus la motivation, ça me saoule. J'arrête en fait. Alors pour Adlan Amagov, il y avait le côté weight cut parce qu'il combattait en 77 kilos, il me semble, et en gros, il pesait 95 kilos dans la vie de tous les jours. Mhm. Enfin, c'était hardcore. Et puis la motivation, en fait, juste, il disait, en fait, un an après avoir arrêté, Lana Magov disait, bah, en fait, il y a eu un jour où les entraînements, le wake up, la vie de combattant, la discipline, etc., bah, j'étais dans mon lit, je me suis dit, je fais quoi en fait là? Est-ce que ça me plaît vraiment? Et en fait, suite à cette espèce de réflexion, bah, il a arrêté. Il a juste arrêté par manque de motivation. On est exactement dans le même cas en fait que Zabit. C'est vraiment très étonnant. Donc, que va faire Zabit, je sais pas. Mais le problème, c'est que s'il en est là avant même d'avoir été champion, parce que tu sais, tu as une lassitude quand tu es champion et Mhm. tout ça, ils en parlent tous. Mais avant même d'avoir été champion, si tu en es là, en vrai, c'est un petit peu alarmant parce que ça veut dire que va falloir le pousser en fait pour vraiment qu'il continue. Il va falloir le pousser. Ça viendra peut-être pas de lui-même, ça viendra probablement de son entourage en mode allez, allez, encore un combat, tu peux le faire, tu peux être champion. Mais personnellement, en tout cas, et je finirai là-dessus, mais si c'est de lui que ça vient, ce manque de motivation,
ça sent pas terrible quand même. Ouais, exactement. Donc, selon donc l'agence TAS, justement, il y avait ce manque de motivation, mais aussi l'inactivité. C'est vrai que ça peut être très difficile pour un combattant qui s'entraîne énormément, surtout qu'on sait que Zabit, justement, je crois qu'il est avec Mark Henry aux États-Unis. Donc, il y a Ouais. vraiment ce côté, quand il fait ses camps d'entraînement, un peu à la manière de Khabib, il quitte toute sa famille, il se met vraiment en mode je prépare un combat, et donc il va à l'étranger aux États-Unis. Et forcément, c'est vrai que pour lui, à la manière d'Ankalaev l'année dernière, bah, sa rivalité avec Yair Rodriguez est complètement maudite en fait, sachant qu'en Ouais. plus Yair Rodriguez a été suspendu parce que c'est quoi, il avait manqué justement à mettre l'endroit où il se situait sur l'application USADA, mais c'est vrai qu'on Mm. a quelqu'un qui n'a plus combattu depuis novembre 2019, qui est aux portes du title shot depuis quasiment novembre 2019, il voit toute la catégorie qui évolue, il y a un nouveau champion qui arrive, il y a aussi mine de rien les mecs qu'il a battus comme Calvin Kattar qui a pu combattre contre Max Holloway et lui se retrouve sur le bas-côté parce qu'il attend le retour de Yair Rodriguez et aussi, il est peut-être, et c'est là aussi que c'est une situation très compliquée pour lui, peut-être trop fort, tu vois, trop fort et pas encore assez star pour que ce soit intéressant pour justement des prospects dans le sens. Brian Ortega, il est revenu. Il y avait des discussions, je crois, l'UFC à l'origine visait Brian Ortega Zabit. Finalement, ils ont fait Brian Ortega contre le Korean Zombie. Donc c'est ça aussi, c'est qu'il est dans cette situation un peu bâtarde où t'es numéro 3 de la catégorie, les gens ont aucun intérêt à t'affronter parce que t'es finalement trop chaud et donc tout le monde t'évite un petit peu. Donc c'est vrai que là, à moins qu'il lui propose, et c'est pour ça que je pense que les proches de Zabit ont parlé de ça, tu as vraiment ce côté, s'il a un combat cet été à l'UFC, bah, on relance un petit peu la machine parce que il l'emporte, il a le title shot ensuite, et tu es sur une nouvelle dynamique. Mais s'il n'a pas de combat, ça fera quasiment 2 ans sans combattre, à cet âge-là, après avoir eu un nombre innombrable finalement de faux espoirs, de tu commences ton camp d'entraînement, Yair Rodriguez se blesse à la cheville, Yair Ouais. Rodriguez est suspendu, je fais ouais non bah ça y est c'est terminé. Et on se souvient l'année dernière en KLAF, c'était la même chose, dans le sens où Ouais. donc il y avait la première fois il Bayonne coûtait là-bas. Finalement, c'est pas une vraie. Enfin, il y a un problème avec la décision. Yann Couté là-bas qui feintait en fait le fait d'avoir été sonné. Ensuite, Yann Couté là-bas qui a été positive au Covid une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ils ont finalement fait sur la Fight Island. Bon, c'était vraiment pour dire bon bah ça y est là maintenant on va te faire avancer Magomed. Voilà. Donc bon, mon cher Rust, en tout cas ce serait assez triste quand même parce que c'est vrai que bah, il y avait vraiment un vrai potentiel avec Zabit. Ouais, ce sera triste, mais personnellement, en fait, pour moi, c'est entre guillemets le pire possible dans le sens, pour nous fans, c'est que si ça vient de lui et de sa motivation et pas seulement des blessures ou des trucs comme ça, bah, c'est pas bon signe du tout, en fait. Donc tout ce que j'espère, c'est juste qu'il finira pas comme Adlan Amagov, parce que pour ceux qui ont suivi un peu, en gros, Adlan Amagov, là, les dernières nouvelles, c'était qu'il a participé à une guerre de gang entre clans tchétchènes à Moscou et ça a fini en 2 morts, 6 blessés et Adlan Amagov qui poignarde un mec à la poitrine, enfin apocalyptique en fait. Donc bon, on souhaite que ça ne se passe pas de cette manière pour Zabit quand même, mais ouais, chaud, chaud quand même quoi. Assez inquiétant. Et pour finir, mon cher, cet épisode de à l'actu en sueur, Diego Sanchez, je trouve que c'est pas mal de la part de l'UFC. Dana White en a aussi parlé. Il a dit qu'il espère, une fois que tout sera terminé, avoir une conversation avec Diego Sanchez, qui a bien été payé pour le combat qu'il devait avoir contre Cerrone. Et là, c'est intéressant, c'est de voir les salaires, justement, des vétérans un petit peu de l'organisation. Donc, le salaire de Diego Sanchez, c'est 105, donc il a tout reçu, 155 000 $ pour combattre, son bonus de victoire de 35 000 $ et ses 21 000 $ de Venom. Attends, alors qu'il n'a pas combattu en Alors fait. qu'il n'a pas combattu, non. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il était quand même à plus de 150 000 Ouais, dollars en salaire fixe, hein. C'est assez impressionnant. mais le pire dans l'histoire, c'est que tu sais à quoi je pense immédiatement, c'est à son. Allez, je vais oser le dire et je sais que c'est pas cool parce qu'il est pas là pour se défendre et que c'est pas sympa de ma part de faire ça. Mais je pense à tu sais, son nouvel entraîneur là, Joshua Fabia, qui est voilà, je suis désolé, je vais le dire, mais qui est un escroc complet. Et bah du coup, tu comprends pourquoi est-ce que ce mec-là, Joshua Fabia là, s'accrochait autant à Diego Sanchez. Ouais, C'est parce que c'est clair. s'il prend 10%, enfin 10, mettons, tu vois, mettons que ce soit son manager aussi, je sais pas exactement. S'il prenait 10% et 10%, donc 20% de toute cette somme, tu m'étonnes que le mec s'accrochait comme un morpion à Diego Sanchez, tu vois. Mais c'est Ouais, triste, hein. exactement. Bah, en tout cas, on espère, on en a déjà parlé dans l'épisode précédent, que ça va Ouais, s'améliorer pour Diego Sanchez. Bien, mon cher Rust, je te retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. avec plaisir.
Big shout out à My Sweet Protein, jusqu'à moins 70% en ce moment sur tout My Protein, moins 20% en extra avec le code la sueur et moins 10% sur tout Venom avec le code la sueur. Venom, sponsor de l'UFC et sponsor de la sueur. I'm fucking coming for you!